Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. La grande majorité des pèlerins djiboutiens sont à la Mecque. Autre actualité nationale, un atelier de consultation du projet exploitation des services écosystémiques et transition vers une économie bleue. Et enfin, pour les actualités internationales, un nouveau record des 110 millions de personnes déplacées de force selon l'ONU. Les détails dans cette édition, le journal au complet, mesdames et messieurs. Une déclaration faite hier par le porte-parole du département d'État américain, M. Matthew Miller, et je cite, « Les États-Unis félicitent chaleureusement le président djiboutien, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, pour son élection à la présidence de l'autorité intergouvernementale pour le développement lors du sommet de l'IGAD qui s'est tenu le 12 juin à Djibouti, a dit en substance le porte-parole du ministère américain des Affaires étrangères. M. Matthew Miller a mis ensuite à profit cette déclaration pour louer les efforts sans cesse continus entrepris par l'organisation régionale pour mobiliser des réponses efficaces aux crises dans la Corne de l'Afrique, y compris la sécheresse en cours et d'autres catastrophes naturelles. Nous reconnaissons et saluons également le rôle de plus en plus actif de l'IGAD dans la résolution des conflits dans la région. Les États-Unis se réjouissent de la perspective de continuer à travailler en étroite collaboration avec le président Guelleh et l'IGAD pour promouvoir la paix et la prospérité ainsi que l'intégration et le développement régionaux en Afrique de l'Est, a dans cette déclaration noté aussi le porte-parole du département d'État américain. Le 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'IGAD, qui s'est tenu lundi à Djibouti, a débouché sur une série importante de résolutions appelées à enregistrer des résultats rapides dans la quasi-totalité des défis majeurs propres à cette partie du monde. Dans un communiqué publié à l'issue de ce sommet, l'IGAD annonce d'emblée l'élection du chef de l'État djiboutien, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la tête de sa présidence tournante. Ce document procède ensuite à l'énoncé des mesures et décisions prises dans les thématiques cruciales qui sont la paix et la sécurité, la prévention et la lutte contre les conséquences du phénomène des changements climatiques et l'adoption de réformes censées accroître le niveau d'autonomie et de réactivité de l'organisation. En matière de paix et de sécurité, l'IGAD dédie sa préoccupation majeure actuelle à la crise au Soudan, indique le communiqué faisant état d'un quart présidentiel nouveau que l'organisation affecte à la médiation de ces dossiers. Les 4 chefs d'État investis dans cette affaire sont, est-il dit, appelés à réussir le principe d'une réunion rapide avec les 2 principaux protagonistes de la crise soudanaise. Leur médiation doit déboucher aussi sur l'ouverture définitive de corridors humanitaires et de pourparlers en vue d'un accord négocié, est-il également précisé. D'après le communiqué de l'IGAD, l'organisation régionale joint aussi à la problématique somalienne au registre de ses préoccupations majeures en matière de paix et de sécurité. À ces sujets, l'IGAD, a-t-il indiqué, est favorable à une levée d'embargo sur les armes en Somalie en vue d'une capacité plus fournie de ce pays à venir à bout des terroristes d'Al-Shabaab. La prévention des conséquences liées au phénomène du changement climatique a constitué un autre champ de délibération sur lesquels l'IGAD a adopté aussi des décisions stratégiques. Ce volet de réforme a essentiellement été marqué par l'instauration d'un mécanisme de coordination de sécurité climatique avec l'Union africaine et les Nations unies, et par la mise en place d'une stratégie régionale globale visant à accroître le niveau de résilience des pays de l'IGAD face aux cycles de détresse et d'épisodes douloureux propres à cette région sous l'effet d'inondations, des sécheresses et des conflits intercommunautaires nés de la raréfaction des ressources. Dans ces délibérations relayées par le communiqué final, l'IGAD fait état également d'un round de réformes adoptées dans le domaine relatif à la modernisation de sa structure interne. Il s'agit là de décisions censées conférer un dispositif administratif, juridique et financier de nature à inscrire le travail de l'organisation dans l'autonomie et la continuité. L'adoption d'un traité gage de clarté procédurale élaboré sur le principe d'instruments modernes de droit et l'instauration d'une plus grande souscription des pays membres aux cotisations de l'organisation sont les réformes les plus emblématiques entérinées dans ce volet lié à l'amélioration des dispositions structurelles de l'IGAD.
Ensuite, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, et son homologue du Soudan du Sud, honorable Dendo Den Malek, ont signé aujourd'hui, en marge du 14e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des Ligades, un accord cadre de coopération générale visant à renforcer et à approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Cet accord, qui intervient à un moment crucial pour la région, témoigne de l'engagement ferme des gouvernements de Djibouti et du Soudan du Sud à promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique dans la Corne de l'Afrique. Il s'agit d'un jalon important dans les relations entre les deux pays et ouvre de nouvelles perspectives de coopération mutuellement bénéfiques. Cet accord cadre de coopération générale marque le début d'une nouvelle ère de partenariat solide entre Djibouti et le Soudan du Sud. Autre actualité nationale, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakiri Cheikh Ibrahim Bor, ont reçu en visite de courtoisie ce matin à la Direction générale des relations internationales de l'armée djiboutienne, le nouveau directeur de la force en attente de l'Afrique de l'Est, le général de brigade Paul Nedjma. La rencontre a commencé par les salutations et les présentations militaires d'usage. À l'issue, le directeur de l'ISF, dans son intervention, a directement salué la contribution significative de la République de Djibouti. Durant la rencontre, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a abordé la situation sécuritaire dans la région, notamment au Soudan et en Somalie, ainsi que l'état de préparation de l'ISF à l'exécution de son mandat. Il a souhaité bonne chance au nouveau directeur dans l'exécution de cette mission et a réitéré le soutien et l'appui de la République de Djibouti dans l'amélioration de la situation régionale. S'appuyant sur la 14e session de l'Assemblée des chefs d'État de pays membres de l'IGAD qui s'est tenue à Djibouti ce lundi 12 juin, la réunion a également mis l'accent sur l'importance de la paix et de la sécurité pour un développement durable. Le ministre de la Défense a ensuite appelé l'ISF à renforcer ses capacités à se tenir prête, à faire face à toute situation sécuritaire dans la région. C'est à quoi le directeur a répondu de préparer les troupes djiboutiennes pour une éventuelle intervention au Soudan. Outre les directeurs, la délégation de l'ISF était également composée du lieutenant-colonel Lilian Chigoli, conseiller juridique de Irshad Hussein, chef de cabinet du directeur. Côté djiboutien, le sous-chef d'état-major de la Défense, le colonel Mohamed Rayed Guélé, le cabinet du ministère de la Défense et les autres officiers de l'armée djiboutienne étaient présents à cette rencontre. Actualité à la une de ce journal, je vous le disais dans les titres, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier de consultation pour la mise en œuvre de la phase préparatoire du projet Exploitation des services écosystèmes et transition vers une économie bleue durable de la mer Rouge et du golfe d'Aden. L'atelier s'est déroulé en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, et le ministre d'État somalien chargé de l'Environnement et du Changement climatique, le Dr Aden Ibrahim Hirsi, mais aussi le représentant de Persga, le Dr Ahmed Khalil. L'atelier a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable par intérim et de nombreuses délégations somaliennes, mais aussi des pays membres de l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Avec sa façade maritime de 314 km allant de la mer Rouge à l'océan Indien, en passant par le détroit de Bab el-Mandeb, avec son littoral et ses ressources énergétiques et halieutiques, la République de Djibouti jouit d'un capital maritime important, bénéficiant à ce titre d'une longue histoire d'activité maritime qui génère une part considérable en termes de PIB et d'emploi. L'atelier a été animé par des consultants internationaux, dépêchés par le Persga et par des experts nationaux.
Le docteur Aden Ibrahim, ministre d'État chargé de l'environnement et des changements climatiques de la Somalie, dans son intervention, s'est réjoui de la tenue de cet atelier sur la mise en œuvre du projet d'exploitation des services écosystèmes et transition vers une économie bleue durable de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Ces dernières années, la communauté internationale a pris conscience de l'important relais de croissance offert par l'économie bleue, a noté le docteur Aden Ibrahim, ministre d'État chargé de l'environnement et des changements climatiques de la Somalie. L'économie des océans et des autres masses d'eau du monde, également connue sous le nom d'économie bleue, est devenue une partie très importante du discours mondial sur le progrès économique et la conservation des ressources naturelles, a mis en exergue le ministre somalien. Et je cite, « Je suis parfaitement reconnaissant des soutiens constants du ministère de l'Environnement de Djibouti et du Persgar, qui ont notamment contribué au renforcement des capacités des cadres de Somaliens. » Fin de citation. On écoute pour sa part le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem. C'est précisément dans ces contextes que Djibouti a résolument pris l'engagement de faire de l'économie bleue un moteur de croissance et de développement durable des secteurs productifs comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l'énergie et les activités connexes. Ceci s'est récemment traduit par l'adoption d'une stratégie nationale de l'économie bleue. Ce présent atelier de consultation sous-régionale fait suite à cet atelier régional de consultation et de concertation de l'équipe d'experts en charge de la phase préparatoire du projet, tenu le mois dernier à Hurghada, en Égypte. Cet atelier a pu dresser un nombre important de constats et de lacunes existant dans la région et a permis d'examiner les axes d'intervention possibles qui répondraient aux objectifs du concept de l'économie durable. Par conséquent, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui concourt aux objectifs suivants: la poursuite du dialogue au niveau national et la consultation des parties prenantes, la sensibilisation des différentes parties prenantes à l'importance de la transition vers l'économie bleue durable, les rôles joués par les ministères chargés de l'environnement et du développement durable de Djibouti et de la Somalie dans le renforcement de cette transition au travers de l'implémentation des activités du projet, l'intégration des recommandations nationales. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, son Excellence Mme Ouloufa Ismail Abdo, a participé à la 16e session de la conférence des États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui s'y tient du 13 au 15 juin au siège des Nations Unies à New York. Cet événement important qui rassemble annuellement les représentants de gouvernements, d'organisations internationales ainsi que les organisations de la société civile a comme thème cette année l'harmonisation des politiques et des stratégies nationales avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette 16e session de la conférence des États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées est une plateforme cruciale créée pour faire progresser l'agenda de l'inclusion et de l'égalité des droits pour les personnes handicapées. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, accompagnée du directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doualis Eid Mahamoud, a réaffirmé l'engagement ferme pris par le gouvernement djiboutien envers les droits des personnes handicapées. Au cours de cette 16e session de la conférence des États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, se tiendront des discussions qui permettront de réaliser sur le long terme un monde plus inclusif où les droits de toutes les personnes handicapées seront pleinement respectés. On écoute un extrait de l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à la 16e session de la conférence des États partis de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont le thème retenu cette année est harmonisation des politiques et des stratégies nationales avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Mesdames et Messieurs, la conférence qui nous réunit ce matin a pour ambition de créer un environnement favorable, un cadre privilégié d'échanges fructueux pour poursuivre la mise en œuvre de la Convention et promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans tous les domaines. En d'autres termes, de leur permettre de vivre avec et comme les autres. Mesdames et Messieurs, je vous ferai un bref aperçu des réalisations de la République de Djibouti depuis son adhésion à la Convention.
Le gouvernement de Djibouti assume chaque jour davantage ses obligations en application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées qu'il a ratifiée en 2010 pour parvenir à une société djiboutienne plus solidaire et davantage inclusive. Pour le président de la République, la protection des droits des personnes handicapées n'est pas une faveur, mais constitue un droit inaliénable, un devoir national, mais aussi et surtout un challenge gouvernemental et une préoccupation permanente des plus hautes autorités du pays. À cet égard, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh n'a eu de cesse d'exprimer la détermination de son gouvernement à faire encore plus et mieux pour renforcer la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap. La création en 2018 d'une agence autonome rattachée directement à la présidence de la République dédiée exclusivement à la politique de l'handicap et dont les missions sont de promouvoir la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie en est le témoin de cette forte volonté. Mesdames et messieurs, selon une enquête handicap réalisée en 2019, le taux de prévalence nationale de l'handicap en République de Djibouti est estimé à 8,4% de la population djiboutienne, un taux élevé par rapport à la taille de la population. Avec la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, des avancées institutionnelles et juridiques majeures ont été réalisées par la République de Djibouti. En 2020, une politique de discrimination positive à l'emploi des personnes handicapées a été dotée. En 2021, d'une stratégie nationale du handicap présentée par l'Agence nationale des personnes handicapées. En 2020 encore a été instituée et mise en œuvre la carte mobilité inclusion. En 2022, l'agence fut dotée d'un fonds de soutien du handicap afin de renforcer l'inclusion des personnes handicapées et particulièrement leur créant des opportunités économiques et d'emploi. Ainsi, une nouvelle stratégie globale nationale d'inclusion est en cours d'élaboration pour l'éducation et pour une école inclusive. Aussi, dans le domaine de la santé, une stratégie nationale de la santé mentale couvrant la période 2023-2028 est en cours d'élaboration. Tous ces dispositifs mentionnés pour ne citer que cela démontrent la forte détermination et l'engagement constant du gouvernement pour faire avancer les droits et accroître le mieux-être économique et social des personnes vivant avec un handicap. La secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Amina Ahmed Warsama, a présidé l'atelier de validation des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour la période 2023 à 2027. Cet atelier qui s'est déroulé lundi 12 juin a réuni de nombreux participants, dont la représentante du programme alimentaire, le PAM, la représentante du programme des Nations Unies pour le développement. Cet atelier a été une occasion également pour les partenaires sectoriels et les partenaires au développement du ministère des Affaires sociales et de Solidarité de contribuer à la réflexion et à l'élaboration de la nouvelle stratégie. La nouvelle stratégie nationale de protection sociale vise à établir un système de protection sociale équitable, inclusif et résilient, répondant aux besoins des populations vulnérables. Le ministère des Affaires sociales et de Solidarité s'engage ainsi à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d'un système de protection sociale non contributive. Le ministère vise également à la promotion de l'équité sociale via une approche axée sur l'autonomisation des ménages vulnérables pour leur assurer une meilleure résilience face au choc. Je ne peux que me réjouir en tant que PNUD et nous avons joint nos efforts au niveau du système des Nations Unies et je pense que c'est ensemble que nous pouvons progresser plus vite. Cette nouvelle approche stratégique témoigne de l'engagement du PAM envers les populations, non seulement pour sauver des vies, mais aussi pour appuyer les transformations sociétales profondes et durables. Dans ce cadre, la formulation de la nouvelle stratégie nationale de protection sociale offre au gouvernement l'opportunité de redéfinir les priorités d'État djiboutien en matière de protection sociale, en soutenant les catégories les plus vulnérables de la population et en caractérisant un cadre institutionnel réunissant toutes les conditions vers une automatisation et un futur plus brillant. Voici les propos du directeur général de l'Institut national de l'administration publique. On écoute M. Charmarke. Nous sommes heureux également de participer à contribuer de notre manière à accélérer l'inclusion sociale. C'est très important parce qu'il ne suffit pas simplement d'appuyer, de donner, mais il faut également pérenniser. Le plus important, c'est d'avoir une stratégie
une vision stratégique de la protection sociale qui permette d'aider aujourd'hui, d'apporter, d'accompagner dans l'urgence. Mais ce qui importe pour nous, c'est d'avoir une approche pérennisante, une approche du futur. Parce que un pauvre aujourd'hui, il est pauvre, mais si vous continuez à l'aider, il ne va pas s'en sortir. Le mieux, c'est de trouver un dispositif cohérent où tous les partenaires sont ensemble, gouvernement, société civile, tous les autres, sont ensemble pour trouver une solution de continuité. Ensuite, on écoute les dires de la secrétaire générale auprès du ministère des Affaires sociales et de Solidarité. Voici Madame Amina Ahmed Oursama. Aujourd'hui, cet atelier, c'est la dernière étape de consultation pour vraiment terminer les axes et stratégies que les consultants ont proposés. Nous avons souhaité, avant sa validation, de s'assurer qu'on est sur le bon chemin pour arriver à nos objectifs, mais en même temps que vous soyez imprégnés. Le processus a été, je dirais, pas long, mais vraiment participatif parce que tous les ministères ont été conviés à la première réunion qu'on a eue. Nous avons mis en place un comité technique de l'élaboration des termes de référence pour les consultants. Nous avons aussi travaillé sur la méthodologie, partagé la méthodologie, partagé des questionnaires avec l'ensemble des parties prenantes dans le domaine de la protection sociale pour recueillir le maximum d'informations. Des focus group ont été réalisés avec les bénéficiaires comme avec les non-bénéficiaires pour comprendre également les attentes de la population. C'est de telle manière qu'on doit répondre aux attentes de la population, mais il est toujours important de discuter avec la communauté à qui nous servons ces programmes sociaux. Chaque département a sa stratégie, mais il faut qu'elle soit une stratégie opérationnelle, facile à mettre en œuvre, assez réaliste en termes d'atteinte des objectifs, mais également des indicateurs. Donc c'est pour ça aujourd'hui vous êtes conviés et je vais ouvrir cet atelier de consultation et espérer que vous allez vraiment contribuer pour que après l'appropriation ou la mise en œuvre soit beaucoup plus fluide et facile pour les ministères des Affaires sociales et de Solidarité. Toujours dans la capitale, à Djibouti-Ville, c'est un important atelier portant sur le projet Zéro Bidonville qui s'est tenu ce matin dans la salle du Palais du Peuple. Organisé par l'ARULOS sous l'égide du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Cet atelier porté sur l'amélioration et le développement urbain de la zone de Djagaboldour. Un atelier qui a vu la participation des membres du gouvernement, notamment Mme Amina Abdi Aden, ministre de l'Habitat, M. Ilyas Moussa Dawale, ministre des Finances, et Mme Mouna Ousmane Aden, ministre de la Femme et de la Famille, mais aussi le ministre Qassim Haroun Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation. L'atelier a vu également la présence des hauts cadres de l'agence ARULOS, les partenariats internationaux et nationaux du projet Zéro Bidonville et les représentants de la société civile. L'objectif est de mobiliser l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi civils, ainsi que le partenaire technique et financier autour du projet Zéro Bidonville, afin d'accélérer ce processus d'urbanisation respectant les normes relatives à ce dernier. Le ministre des Finances a, dans son allocution, fait état des tenants et aboutissants de ce projet. Il va nous permettre, a-t-il déclaré, de passer à la vitesse supérieure en opéralisation la politique visionnaire du chef de l'État en matière de logement décent à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale du logement. De nobles objectifs qui sont, a-t-il ajouté, d'améliorer les conditions de vie de nos habitants des quartiers précaires, puis de permettre l'accès aux services sociaux de base à ses habitants. Ces objectifs à long terme nous permettront de redorer le blason urbain de notre capitale. Cela va offrir de bonnes conditions de vie à tous les habitants, a-t-il souligné. Ceci sera un véritable baromètre de la santé économique de notre pays, car la création d'emplois sera au rendez-vous. Ce projet titanesque qui fera reculer plus d'un Hercule nécessite la conjugaison d'une grammaire commune. C'est lui d'œuvrer ensemble, car c'est notre responsabilité à toutes et à tous. Ensuite, voici les propos de la ministre de la Ville, Mme Amina Abdi. Comme vous le savez, le quartier 7 de Djagaboldour fait partie des 13 quartiers qui ont été donc identifiés comme étant des zones d'habitat précaire
qu'il faudrait restructurer. Il y a un certain nombre d'activités qui ont été réalisées avec l'ensemble des ministères, mais aussi avec la population, pour définir quels étaient les types donc, de travaux à faire et qu'est-ce qui était la priorité de la population. Nous sommes arrivés aujourd'hui au terme de ce travail d'étude et d'identification des besoins et donc aussi vous êtes mis d'accord sur un certain nombre de choses à faire. La première problématique à régler dans ce quartier, c'est la problématique de l'accès. C'est d'ouvrir des voiries, des voies qui permettent que les parcelles soient desservies par les transports et par les véhicules. La deuxième problématique qui a été identifiée dans ce quartier, c'est la problématique des inondations et d'évacuation des eaux pluviales. Là aussi, il y a des solutions qui sont apportées. La troisième problématique qui a été identifiée, qui n'est pas des moindres, c'est le manque d'infrastructures et d'équipements. Donc, il y a un certain nombre d'équipements, tels que le CDC, le marché, donc des espaces aussi de loisirs, des espaces de récréation qui vont être créés. Et je pense que l'ensemble des préoccupations de la population a été prise en compte. Aujourd'hui, nous allons démarrer les travaux, mais pour que ces travaux puissent s'exécuter, il faut que la population s'approprie ce qui est en train de se faire. C'est un plus pour vous et il ne s'agit pas uniquement de réaliser les choses, mais en même temps, il faut que la population en profite. Comment elle va profiter? C'est parce qu'il y a de la création d'emplois. Il y aura des gens qui vont être recrutés. Il y aura de la formation aussi qui va être adressée aux jeunes pour qu'ils puissent prendre part à ce qui se fait dans le quartier. C'est dans la journée du lundi 12 juin 2023 que la garde-côte djiboutienne et la Marine nationale ont lancé une opération conjointe et massive de recherche et sauvetage en mer à la suite de la disparition d'une vedette de plaisance dont le dernier signalement était au large du Korangar. La vedette de plaisance avec à son bord 3 Djiboutiens revenait d'une séance de pêche récréative aux îles Sept Frères quand tout contact a été perdu avec ses occupants. Plusieurs patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne et de la Marine nationale ont été aussitôt engagés dans l'opération de recherche et sauvetage appuyée par une surveillance radar. L'opération a duré toute la nuit dans une météo très instable, des vents forts et une mer extrêmement agitée qui ont compliqué les activités des équipes engagées dans une course contre la montre pour porter assistance à la vedette et ses occupants. Heureusement, tôt le matin du mardi 13 juin 2023, vers 8h00, le patrouilleur P06 de la garde-côte djiboutienne a réussi à localiser la vedette de plaisance qui avait dérivé dans les eaux internationales du golfe d'Aden. Les 3 occupants étaient sains et saufs, ne souffrant que d'une extrême fatigue et choqués par l'expérience mouvementée qu'ils ont traversée. La vedette et ses occupants ont été remorqués à bon bord jusqu'au port de pêche. Selon les premiers éléments de l'enquête, la vedette a été victime d'une pénurie d'essence qui a été aggravée par un fort coup de vent qui l'a fait dériver et perdre sa trajectoire. La garde-côte djiboutienne rappelle les usagers de la mer à veiller de respecter les mesures sécuritaires en mer, surtout en cette période de vent fort, et rester à leur disposition de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec le numéro d'urgence gratuit, le 1500. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, le monde compte 110 millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer. Arrive le mercredi, le 13 juin, l'ONU qui voit dans ce nombre record un réquisitoire contre l'état du monde. Les récents combats au Soudan ont encore aggravé une situation déjà rendue extraordinaire en 2022 par la guerre en Ukraine ou la crise humanitaire en Afghanistan. Jamais le nombre total de réfugiés fuyant leur pays ou de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays n'avait atteint un tel niveau, a souligné le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU dans son rapport annuel. Autre actualité internationale, plus de 48 000 personnes ont été évacuées en Inde et au Pakistan à l'approche du puissant cyclone Biparjoy qui est accompagné de vents de plus de 150 km/h, ont indiqué mardi 13 juin les autorités. Biparjoy, nom qui signifie désastre en bengali, avance mardi en mer d'Arabie et devrait toucher terre jeudi entre le sud du Pakistan et l'ouest de l'Inde, selon les services météorologiques. Plus de 22 000 personnes ont été évacuées dans la
province pakistanaise du Sindh et plus de 20 000 dans l'État indien de Gujarat, selon les autorités des deux pays. Au Pakistan, entre 22 000 et 23 000 habitants des villages au bord de la mer ont été évacués vers l'intérieur. Une dizaine de milliers de personnes ont été hébergées dans des refuges temporaires aménagés dans des écoles du district. Nous avons ici avec nous le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti et expert en climat, M. Mohamed Ismail Lour. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir M. Tarek de m'avoir accueilli au micro. D'accord, donc en Inde et au Pakistan, l'approche de ce puissant cyclone biparjois, sachant également que la même région avait été frappée par le cyclone Tokta, qui avait fait plus de 150 morts et des dégâts considérables. Quels sont les dispositifs pour ces pays? Quelles sont les chances que ce cyclone change de direction vers nos côtes? Merci beaucoup. Le Pakistan, ce n'est pas un pays nouveau pour moi. J'ai passé là-bas 7 ans. J'ai fait mes études au Pakistan. D'abord, j'ai fait technicien supérieur, puis ingénieur. Et puis, une année de pratique à l'aéroport international de Jinnah International Airport. Je connais très bien le climat du Pakistan. Et avant de venir au studio aussi, j'ai discuté le directeur général de la météorologie pakistanaise, qui était un ami de classe. On a discuté, il vient de parler au téléphone. Il m'a dit que c'était 42 000 qui étaient évacués. Maintenant, ça dépasse plus de 100 à 150 000. Parce qu'il est très fort. Les billes barjois s'est formé à la mer de l'Arabie le 7 juin 2023, c'est-à-dire la semaine dernière. Puis il a continué, il a resté jusqu'au 10 calme. On croyait qu'il s'est dirigé vers l'Oman, ça veut dire qu'il était dans la mer d'Oman, mais tout d'un coup, il a pris la trajectoire vers le Pakistan. Et c'était avec des vents forts, des 160 km par heure, et parfois accompagnés des rafales de 195 km par heure. C'était le mardi dernier. Le centre de la météorologie spécialisée au cyclone de l'Inde ont classifié, ça veut dire qu'il a passé de catégorie 2 à catégorie 4, ce qui est très dangereux. Et puis, ça veut dire qu'il peut apporter des pluies, une marée dangereuse, c'est-à-dire une tempête de marée dangereuse qui est de 3 à 6 mètres de hauteur, qui peut entraîner des inondations en frappant très fort les zones qui étaient aussi frappées par le cœur du cyclone, ce qui est très dangereux. Une autre question, on revient en République de Djibouti. Des chaleurs extrêmes s'abattent sur la République de Djibouti cette année, probablement, et selon la population, c'est l'été le plus chaud. Quelles sont vos explications? Attends, avant de revenir à ça, je voulais dire que l'atterrissage, ça veut dire le cyclone va toucher la Terre le jeudi après-midi, ça veut dire demain, ou jeudi soir, Inch'Allah. Et je dirais à la population djiboutienne de prier nos sœurs et nos frères pakistanais qu'Allah les épargne de ce cyclone. Ça veut dire ce cyclone très puissant. Oui, bien sûr, Inch'Allah. Ok. Revenons à Djibouti. À Djibouti, les Djiboutiens ont goûté la chaleur ces derniers temps. Ça veut dire, début dimanche, la température augmente. C'est-à-dire, dimanche, c'était 41 degrés. Et lundi, c'était 44 0. Mardi, c'était 45 degrés. Et puis, aujourd'hui, c'était 44 degrés 5. Au début, si nous regardons en arrière nos archives, ça veut dire le mois de juillet était le mois le plus chaud. Mais aujourd'hui, on a remarqué ces 5 dernières années que les températures partent en hausse ou bien augmentent le mois de juin, dès le début. Nous attendons aussi la semaine prochaine le Khamsin, ça veut dire les 50 jours, la tempête de sable qui va souffler. Et je dirais aux Djiboutiens et Djiboutiennes que l'été, nous sommes en été, ça veut dire que l'hiver est terminé. Inch'Allah. Merci, monsieur le directeur. Voici monsieur le directeur de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti, expert et ingénieur en climat. Merci encore d'avoir été dans nos studios, monsieur le directeur. Merci Tarek. Je remercie aussi le directeur général de la HTD, monsieur Aden Abdijama, sans oublier le ministre du
de communication, télécommunication, Radouane Abdoulaye Badon. La météo, elle est à la RTD aujourd'hui, travaille main à main. Ce qui me rend très fier. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le directeur. C'est tout pour